Bien, alors maintenant, on va essayer donc de voir comment faire la mise en œuvre de GED. Donc GED, c'est quoi? En fait, GED, il y a Java, le J, c'est Java. Le A, Agent. D, DE, c'est Development, c'est le développement d'agents Java. Le DE. Alors en fait, c'est une plateforme qui a été développée par le laboratoire TILAB. Donc c'est un framework, comme je disais, qui respecte les normes et les spécifications de la FIPA. Alors la FIPA, c'est une organisation, c'est Foundation for Intelligent Physical Agents. Donc il définit un certain nombre de spécifications que vous pouvez consulter. Donc la FIPA, c'est une organisation qui a été créée en 1996, ça remonte à plusieurs années, dont l'objectif c'est de produire des standards pour l'interopérabilité entre les systèmes multi-agents. L'idée principale, c'est qu'il y a un milieu qui va utiliser Java, il y a un autre qui va utiliser C++, il y a un autre qui va utiliser du PHP. Après, il y a des agents hétérogènes, il y a Python, il y a plein de langages que vous allez utiliser. Mais après, comment faire qu'un agent développé avec n'importe quelle technologie, comment il va pouvoir communiquer facilement avec un autre agent? Donc, c'est-à-dire l'idée principale, c'est de faciliter l'interopérabilité entre les systèmes multi-agents hétérogènes. Donc forcément, c'est pour cela que la norme a été créée pour que tous les frameworks, tous les middleware d'une manière générale, devraient principalement respecter cette spécification. Alors en fait, JED possède 3 modules principaux nécessaires qui sont cités dans la norme FIPA. Il y a un agent, c'est-à-dire la plateforme JED, et il y a un agent qui s'appelle DF, Directory Facilitator, qui permet de fournir un annuaire de pages jaunes, la plateforme. Parce que vous allez voir que dans un système multi-agent, moi je suis un agent, j'offre des services, mais comment un autre agent peut savoir que moi je peux offrir un service? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un annuaire DF. Une fois que j'ai mes services, je peux les publier dans l'annuaire. Donc, ce qui fait qu'un agent qui veut par exemple un service X, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter l'annuaire, il va dire à l'annuaire, à l'agent DF, donne-moi quels sont les agents qui peuvent me donner ce service X. Et après, je peux contacter les agents. Donc, on va voir comment on va essayer de faire ça. Il y a donc un agent ACC, Agent Communication Channel, qui gère la communication entre les agents. Et après, vous avez un agent AMS. Et Agent Management System qui supervise l'enregistrement des agents, leur authentification et leur accès à l'utilisation du système. Alors en fait, chaque agent qui se trouve dans la plateforme dispose d'un identifiant. Il est identifié par un nom, par une identité. Alors qu'est-ce qui va gérer l'identité des agents? C'est cet agent AMS. Alors maintenant, ces 3 agents-là, principalement, tous les middleware qui respectent la spécification de la FIPA devraient définir ces agents. Alors on peut voir en quelque sorte l'architecture, si vous voulez, d'un middleware JED. Alors en fait, la plateforme JED définit un ensemble de conteneurs. Alors c'est-à-dire que dans chaque machine, par exemple, vous pouvez démarrer un conteneur. Alors le premier conteneur que vous devrez démarrer, ça s'appelle main container. C'est obligatoire. Donc, c'est-à-dire le premier conteneur à démarrer, c'est main container. Donc, le main container, quand vous le démarrez, qu'est-ce qu'il démarre? Il démarre les agents dont je viens de vous parler. L'agent ACC, l'agent DF, l'agent AMS. Donc, c'est-à-dire ce main container, il définit ces agents en interne. Et après, par la suite, vous pouvez démarrer dans d'autres machines, d'autres conteneurs. Et chaque conteneur, vous pouvez déployer des agents. Donc tout à l'heure, on avait parlé d'un agent évolue dans un environnement. Alors pour nous, en termes logiciels, c'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est quoi? C'est le conteneur. Parce qu'un agent se trouve dans une machine, n'est-ce pas? Ça peut être un robot. Mais cette machine, il a des capteurs, il a des ressources de calcul, des ressources de stockage.
toute façon, il peut utiliser les ressources de l'environnement pour réaliser ses objectifs. Donc chaque conteneur peut déployer un ensemble d'agents. Vous voyez ici, il y a des agents partout. Dans chaque conteneur, on peut déployer plusieurs agents. Et après, ces agents-là, ils peuvent communiquer, mais pour pouvoir communiquer, on le sait, même si par exemple cet agent-là, il est à côté, ils sont dans le même conteneur, l'interaction directe, il est interdit. Ça veut dire qu'il est obligé d'envoyer un message. Tout se fait via l'échange de messages. Alors forcément, les messages échangés respectent les normes, comme ACL, par exemple, Agent Communication Language. Donc il y a un système de la plateforme JET, donc il offre un système de messagerie qui permet à un agent d'envoyer un message à un autre agent. Donc dans une plateforme, si vous connaissez le nom de l'agent, vous pouvez lui envoyer un message. Donc vous n'avez pas besoin de savoir dans quelle machine il se trouve. J'envoie un message à l'agent Hassan. Alors forcément, la plateforme, il sait comment, c'est-à-dire que délivrer ce message à l'agent. Et après, c'est pareil. Alors globalement, après par la suite, donc pour l'interopérabilité, donc vous savez qu'à l'époque, ça je l'avais déjà dit, à l'époque le seul moyen pour faire communiquer des applications distribuées multilangage et multiplateformes, c'est d'utiliser un middleware qui s'appelait Corba. Il y a le protocole Internet Interobject Protocol. Donc c'est pour cela que JET définit un serveur Corba, normalement qui fait de façon à ce que, si par exemple, si vous avez la plateforme JET, vous voulez la faire communiquer avec une plateforme qui est basée sur une autre technologie, donc il y a le moyen de les faire communiquer via Corba. Mais après, maintenant, il y a les web services, il y a plein de choses qu'on peut utiliser d'une manière plus simple que Corba. Donc si vous voulez, donc JET, c'est un middleware qui permet de faciliter le développement des systèmes multi-agents. Donc JET, il contient quoi? Donc il offre un environnement, un runtime environment, un environnement d'exécution des agents, où les agents vont évoluer, que vous allez créer. Il y a une librairie de classes que les développeurs doivent utiliser. Donc il y a une API qui permet de développer facilement un agent. Et vous avez un ensemble d'outils graphiques qui permettent de superviser, de monitorer, par exemple, de monitoriser ce qui se passe au niveau de la plateforme. C'est-à-dire vous avez une interface graphique qui vous permet de regarder quels sont les différents agents qui existent dans la plateforme. Vous pouvez décider dans l'interface graphique, par exemple, de dire cet agent-là, je ne le disais pas tout à l'heure, c'est qu'un agent, il peut toujours migrer vers un autre, d'un conteneur vers un autre. C'est-à-dire qu'un agent peut passer d'une machine vers une autre. La capacité de migration, c'est un concept qui est très important dans les systèmes multi-agents. Alors pourquoi? Parce que parfois un agent, il veut faire des choses, mais il ne dispose pas des ressources. Donc quel est le moyen qui va lui permettre de réaliser son objectif? C'est de se déplacer, de voyager vers une autre machine, un autre environnement dans lequel il a les ressources pour faire son travail. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire migrer l'agent. Bon, c'est des choses assez simples à faire. Donc voilà. Comme je disais, donc chaque instance de JET est appelée conteneur. Quand vous démarrez une instance de JET, donc c'est un conteneur. Et parmi les conteneurs, vous avez un conteneur principal qui s'appelle le main container. Bon, si vous voulez, on a des minutes, donc je vais vous faire une petite démonstration. Alors, si vous voulez travailler avec JET, donc il vous faut donc une librairie, il vous faut donc le middleware. Ben, il faut soit vous avez deux manières de faire, soit que vous le téléchargez, vous téléchargez le jar, n'est-ce pas, que vous allez utiliser, c'est ce que je vais faire dans un premier temps, ou bien vous créez un projet Maven dans lequel vous déclarez les dépendances. Alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est d'aller vers le site de JET, jadtilab.com, et vous allez sur la partie download et vous trouverez ici donc JET All, c'est-à-dire vous téléchargez ce package. Alors si vous téléchargez ce package là, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce package?
Bon, c'est un fichier .zip, 17 mégaoctets. Si vous faites l'extraction, ben, vous allez trouver plusieurs fichiers .zip. Il y a JAD-bin, donc c'est là où vous allez trouver le code binaire, c'est les JAD que vous allez utiliser. Il y a la documentation, il y a des exemples d'applications, il y a le code source de JAD, parce que c'est open source. Donc, je ne le disais pas tout à l'heure. Donc si vous souhaitez vous-même regarder le code source, donc vous pouvez le voir. Alors maintenant, ici donc vous avez JAD-bin. Je fais l'extraction et je vais chercher les librairies. Alors heureusement, il y a un seul jar. De combien de mégaoctets? 2 mégaoctets. Donc, si vous voulez développer une application multi-agent basée sur JAD, vous avez besoin d'un seul jar. Alors comment l'intégrer? Vous créez un projet Java, un simple projet Java pour le moment. Par exemple, je vais appeler TP et SMA. Dans lequel je vais créer un dossier lib pour les librairies. Alors dans ce dossier lib, qu'est-ce que je vais copier? Le fichier jad.jar. Paste. Alors maintenant, il faut l'ajouter aux classes path du projet. Alors forcément, pour le cas de Eclipse, comment on le fait? Java build path, librairie, et vous utilisez add jar, et vous cherchez dans votre dossier, vous faites ça. Alors maintenant, votre librairie, c'est-à-dire dans votre projet, JAD, il est disponible. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer d'abord le main container. Alors si vous voulez démarrer le main container, vous pouvez le faire sur ligne de commande directement. C'est-à-dire, si vous voulez pas créer, vous voulez pas développer, vous voulez démarrer une plateforme JAD sans développer quoi que ce soit, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, vous allez dans l'environnement, dans la variable d'environnement class path, vous allez ajouter jad.jar, c'est-à-dire le jar que vous avez là. Une fois que vous l'ajoutez à la variable d'environnement class path, donc je dois vous rappeler juste, si vous ajoutez quelque chose à la variable d'environnement class path, il ne faut pas oublier de mettre point. Vous voyez donc le chemin ici, class path, vous avez point d'abord, point virgule, et vous mettez le chemin. Alors point, ça veut dire quoi? Alors point, ça veut dire que quand vous exécutez quelque chose sur ligne de commande, il va chercher d'abord dans le dossier courant, s'il ne trouve pas la classe. S'il ne trouve pas la classe, il va la chercher dans l'ensemble des chemins qui sont déclarés dans le class path. Alors ça, c'est si vous voulez travailler sur ligne de commande. Ici, donc, je ne vais pas le faire. Et dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, si vous voulez exécuter, par exemple, le main container sur ligne de commande, vous pouvez taper la commande Java et vous exécutez une classe qui s'appelle boot avec le package JAD. Et après, vous lui donnez l'option -GUI, c'est-à-dire pour lui demander d'afficher l'interface utilisateur. Alors, si vous faites ça, regardez ce qu'il va faire. Il va vous afficher une interface graphique dans laquelle vous pouvez voir quels sont le main container. Il y a un main container qui est démarré dans cette machine. Et après, vous avez les agents qui sont démarrés, etc. Et s'il y a d'autres conteneurs, vous pouvez les voir, etc. Alors nous, dans un premier temps, je ne vais pas faire ça sur ligne de commande parce que c'est très simple de le faire directement nous-mêmes parce qu'on a besoin de programmer des applications multi-agents. Alors pour le faire, comment créer un main container? Donc je vais créer une application Java que je vais appeler my main container, que je vais mettre dans le package containers. Ben, c'est une simple application Java. Alors si vous voulez démarrer une instance de JAD, vous aurez besoin de créer un objet runtime. Mais runtime, faites attention parce qu'il y a runtime du package Java Lang qui fait partie de Java. Alors vous allez choisir runtime de JAD core. Runtime égale à quoi? Égale runtime instance. Donc vous créez une instance de runtime. C'est comme si vous instanciez JAD. Après, vous avez besoin de créer un objet profile implementation égale new profile implementation.
Alors en fait, cet objet profile implementation, il vous permet de configurer le container. Alors maintenant, on peut ajouter des paramètres. Alors parmi les paramètres que je vais ajouter un seul paramètre ici, c'est set paramètre. J'ai un paramètre qui s'appelle normalement GUI. Dans la valeur, c'est quoi? C'est true. C'est comme si je vais lui dire, quand je démarre, je voudrais démarrer l'interface graphique. Mais après, on peut ajouter d'autres paramètres. Mais pour ne pas écrire ici une chaîne de caractères, en fait, les constantes se trouvent dans la classe Profile Implementation. Et vous mettez ici, vous trouverez la constante graphique. Voilà, oui. Alors maintenant, je vais créer le main container. Alors pour créer main container, donc je vais utiliser agent container. Alors en fait, dans agent container, vous avez deux packages. Vous avez JAD, voilà, vous avez JAD Core, il y a une interface, c'est pas celui-là. Vous allez choisir JAD Wrapper. Alors vous allez utiliser donc, ça je vais l'appeler main container, égal à quoi? C'est runtime create main container. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Profile implementation. Alors pour démarrer le main container, je vais utiliser main container dot start. C'est tout. Et après, donc, vous allez juste faire un try catch, throws. Alors ici, donc, c'est une simple application Java. Si vous la démarrez, et bien, vous démarrez un main container. D'ailleurs, si vous voyez ici, vous allez voir qu'il y a JAD qui va démarrer. Ici, c'est la version 4.5. Mais en même temps, regardez, il vous affiche une interface graphique. Alors, cette interface graphique, si vous la regardez ici, les agents, il y a ici un seul conteneur dans cette machine. Il y a un conteneur qui s'appelle main container. Mais quels sont les agents qui sont déployés dans main container par défaut? Vous voyez donc il y a DF, j'en ai parlé tout à l'heure, Directory Facilitator. Il y a AMS, donc ça c'est les agents qui font partie de la FIPA pour la gestion de l'identité des agents. Et après il y a un agent qui ne fait pas partie bien sûr de la FIPA, c'est RMA. RMA c'est l'agent qui permet de piloter à de l'interface graphique. Parce que chaque interface graphique que vous lancez, derrière il y a un agent. Ça veut dire que si vous voulez communiquer avec les autres agents à partir de cette interface graphique, et bien cette interface graphique utilise cet agent RMA. Alors maintenant, ce que je vais faire, juste avant de... Je vais créer un conteneur, un simple container. Et après la pause, je vais vous montrer comment créer des agents. Alors je vais créer un simple container. Alors pour créer un conteneur, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer dans n'importe quelle machine, ben on fait la même chose. Runtime égale runtime.instance. Vous créez l'objet profile implementation. Quoi d'autre? Maintenant, vous dites profile implementation .set paramètre. Alors maintenant, il y a un paramètre qui est obligatoire, profile implementation, qui s'appelle main host. Alors quand vous démarrez un conteneur dans une machine, il faut lui indiquer l'adresse IP où se trouve le main container. En fait, tous les conteneurs que vous démarrez dans les autres machines ont besoin de connaître le main container. Alors ici, donc, la valeur, c'est quoi pour nous? Local host. Local host. Et après, on va créer agent container, comme tout à l'heure, du package JAD Wrapper. Donc ça, c'est container égale runtime create agent container. Et la même chose profile. Alors ici, donc, il y a un problème de type, mismatch. Vous voyez, donc ça, c'est pas agent controller, c'est agent
container. Et on va faire la même chose. Agent container, plutôt c'est container.start. Les exceptions. Et c'est fait. Alors maintenant regardez, je viens de démarrer main container dans une machine. Je suis dans une autre machine, je veux démarrer un autre conteneur. Alors regardez l'interface, il est démarré, mais regardez l'interface graphique du main container. Il vous dit qu'il y a un nouveau conteneur qui vient de s'ajouter. C'est le conteneur 1. Je vais le démarrer une deuxième fois. Je le démarre une troisième fois. Et si vous regardez l'interface, vous allez voir ici, vous voyez, vous avez une interface graphique qui vous donne, c'est-à-dire ce qu'il y a. Donc maintenant, vous avez pratiquement, c'est comme si vous avez démarré 4 machines. Dans chaque machine, donc il démarre un conteneur JAD. Alors maintenant, pour le moment, on n'a pas d'agent. Il n'y a aucun agent qui est créé. Alors juste après la pause, donc je vais vous montrer c'est quoi un agent et comment créer un agent JAD et comment le déployer dans un conteneur. C'est bon? Allez-y, après la pause. Alors, donc je viens de vous montrer comment démarrer un main container, comment démarrer un simple conteneur JAD. Autrement dit, donc je viens de vous montrer ça, en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc j'ai démarré le main container, j'ai démarré agent container en plusieurs instances. Mais chaque conteneur d'agent JAD a besoin de connaître le host ou bien l'adresse IP de la machine où se trouve le main container. Alors maintenant, on va essayer donc de voir l'agent. Alors comme je disais, vous pouvez bien faire la même chose. Vous pouvez démarrer cette plateforme comme ça en utilisant directement sur ligne de commande. Il suffit d'ajouter donc le JAD.jar à la variable d'environnement classe path et vous allez sur ligne de commande, vous tapez la commande Java JAD boot et après vous spécifiez l'option -8 donc pour afficher l'interface graphique. Ça c'est pour démarrer le main container. Alors pour démarrer un conteneur simple, un agent container, la même chose, vous faites Java JAD.boot et après vous mettez l'option -container -host et après vous mettez localhost ici, localhost ou l'adresse IP de la machine où se trouve le main container. Alors ça c'est si vous voulez le faire ici, donc ça c'est comme ça qu'on va démarrer sur ligne de commande. Alors moi ce que je viens de vous montrer, comment créer un main container en écrivant du code Java et comment le démarrer, comment créer un agent container et comment le lancer. Alors maintenant, on va essayer donc de voir créer des agents. Alors, bon, avant d'aller vers un exemple d'application par la suite que nous allons implémenter, alors si vous voulez, l'idée principale de l'application qu'on va faire est la suivante. Vous suivez ? Suivez ? Alors l'idée principale c'est qu'on veut créer une application multi-agent qui contient un ensemble d'agents. Donc vous avez des agents qui demandent l'achat d'un livre. Par exemple, vous avez un agent qui demande d'acheter un livre à d'autres agents qui vendent des livres. C'est-à-dire vous avez des vendeurs et des acheteurs. Alors l'acheteur devrait choisir l'agent qui offre le meilleur prix. Et à travers ce processus de communication, tout ça, on va utiliser ce processus de communication entre les agents pour régler ça. Autrement dit, voilà ça c'est ce qu'on appelle le diagramme d'interaction. Alors, vous avez le main container qui va démarrer. Bon, ça on le sait, quand on démarre le main container, forcément, il démarre deux agents. Il y a l'agent DF et l'agent AMS. Alors, après, on va démarrer un conteneur, le conteneur 1, dans lequel on va déployer un agent qui s'appelle acheteur. En fait, l'agent acheteur, quand il va
démarrer, quand on déploie l'agent, il va s'enregistrer. Parce qu'en fait, quand vous déployez un agent, vous devrez le déployer. Et quand vous le déployez, vous lui donnez un nom. Et bien sûr, l'agent AMS, il est contacté pour donner le ID, l'identité de cet agent-là. Donc il va s'enregistrer avec un nom A1. Alors ensuite, on va démarrer le conteneur 2, dans lequel on va déployer un autre agent qui s'appelle le vendeur. Bon, la même chose. Chaque agent qui est déployé, automatiquement, il est enregistré. Alors maintenant, chaque vendeur va publier un service. Parce qu'en fait, l'agent vendeur, une fois qu'il démarre, il va publier le service dans DF. C'est-à-dire chaque vendeur, chaque agent qui offre le service de vente, ben, il va publier ce service. La même chose, dans un autre conteneur 3, on va démarrer un autre vendeur, une autre instance de vendeur, qui va s'enregistrer et qui va publier le service. Donc, autrement dit, dans notre plateforme, nous avons un acheteur et nous avons un ensemble de vendeurs. Alors, dans le conteneur 3, par exemple, le conteneur 0, si vous voulez, je vais démarrer un agent consumer, donc c'est-à-dire le consommateur. C'est l'application qui va être utilisée pour s'occuper de l'achat. En fait, le processus va se dérouler comme ça. Vous avez l'agent consumer qui va envoyer un message de type request. En fait, request, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le speech act, l'acte de communication. Il va demander, je veux acheter le livre. C'est-à-dire, il demande à l'agent acheteur, achète-moi un livre. Et après, c'est l'agent acheteur qui va se débrouiller de faire les négociations qu'il faut à la fin pour acheter le livre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, l'agent acheteur? Ben, il sait qu'il veut acheter les livres, donc il va contacter l'annuaire, DF, pour demander quels sont les agents. Donne-moi la liste des agents vendeurs qui offrent ce service. Alors, automatiquement, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher donc cette liste. Une fois qu'il va récupérer la liste des agents, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie les messages à tous les agents vendeurs. Donc il va envoyer un message avec l'acte de communication CFP. Alors CFP, ça veut dire Call for Proposal. Appel à proposition. C'est un acte de communication. Alors il envoie le message à tous les agents vendeurs pour leur dire faites-moi une proposition de prix. Donc je veux par exemple acheter un livre XML et application. Et après les vendeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils reçoivent le message, ils vont envoyer des réponses. À de la réponse à dire, il va utiliser l'acte propose. Ils vont faire une proposition, c'est-à-dire quoi? Ils vont proposer un prix. Bon, ça veut dire tout simplement, l'acheteur, il va continuer à recevoir les propositions. Une fois qu'il va recevoir les propositions, il va attendre jusqu'à ce qu'il reçoive les propositions de l'ensemble des agents pour faire un calcul. Bon, il va juste calculer le meilleur prix. Donc on va prendre le prix le moins cher. Et après, il va sélectionner quel est l'agent avec lequel il va faire la transaction. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie un autre message à l'agent vendeur qui a été sélectionné pour lui envoyer un message de type Accept Proposal, c'est-à-dire j'accepte ta proposition. Ben, l'agent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'accepte ou bien je refuse. Donc tout dépend de la situation, parce que parfois j'accepte ta proposition, mais au moment où il a envoyé l'acceptation, peut-être le stock n'est pas disponible, des choses comme ça. Et si c'est le cas, donc ben, tout simplement l'agent acheteur, il va informer. C'est pas informer, mais c'est plutôt ça, c'est response. Parce que vous voyez donc ici il y a un request. Ça veut dire que l'agent, il sait que l'autre, il attend un message de type response. Donc ici, on va utiliser l'acte de communication response. OK? Donc ça, c'est un exemple d'application multi-agent. Mais pour faire ça, on ne va pas le faire d'un seul coup. Mais je vais vous montrer d'abord c'est quoi un agent. Comment développer un agent. Alors, pour créer un agent, en fait, un agent, JAD, c'est une classe que vous créez, que je vais appeler par exemple... alors, je vais créer le premier agent que je vais appeler par exemple... alors, comment je vais l'appeler?
J'ai acheteur, vendeur, consumer, n'est-ce pas? Alors je vais créer par exemple l'agent consumer. Alors consumer agent. Alors je vais le mettre dans un package agents. Alors pour créer un agent, c'est très simple, il suffit de créer une classe qui hérite d'une classe qui s'appelle agent de Jade. Alors vous voyez donc, vous utilisez ici l'héritage, c'est-à-dire vous héritez un ensemble de comportements d'un agent, d'une classe abstraite qui est agent. Alors après, en fait, vous avez besoin de... En fait, un agent, c'est-à-dire un agent définit un cycle de vie qui est défini par un ensemble de méthodes que vous pouvez redéfinir. Alors parmi les méthodes, il y a la méthode setup. Il faut la redéfinir. Alors, en fait, la méthode setup, c'est la méthode qui va s'exécuter juste une fois que l'agent est instancié et déployé. Donc dès que vous déployez l'agent dans un conteneur, le conteneur automatiquement il appelle la méthode setup. C'est-à-dire la méthode setup, c'est la première méthode qui va s'exécuter, que votre agent va exécuter. Alors ici donc je vais juste afficher un message, par exemple donc l'initialisation de l'agent. Et si vous voulez afficher le nom de l'agent, on va utiliser this.getID, AID, Agent Identifier. Alors en fait, vous voyez donc la méthode getID, donc c'est une méthode que vous héritez de agent. Alors c'est un objet qui vous donne l'identité de l'agent. Alors si vous voulez juste afficher le nom de l'agent, vous mettez .getName. Mais après, dans le nom, vous pouvez connaître l'adresse IP, etc. Vous pouvez avoir le nom complet, etc. Bon, ça, c'est le nom de l'agent. Alors, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, dans le cycle de vie, donc il y en a d'autres. Parmi les méthodes, il y a par exemple les méthodes de mobilité, c'est-à-dire de migration. Vous avez la méthode before move. Et vous avez after move. Et vous avez également une méthode qui s'appelle takedown. Alors, c'est quoi tout ça? En fait, la méthode before move, c'est une méthode qui va s'exécuter avant la migration. C'est-à-dire quand vous demandez à un agent de migrer vers un autre conteneur, qu'est-ce qu'il fait le conteneur? Automatiquement, il exécute d'abord la méthode before. Parce que généralement, avant de migrer, vous dites, avant de faire migrer l'agent, j'ai besoin de faire un certain nombre de choses. Alors par exemple, ici, je vais juste afficher un message. Avant migration. Alors la même chose, after, donc vous voyez donc l'agent il passe d'une machine vers une autre, une fois qu'il arrive, une fois qu'il a migré, après, juste une fois qu'il rentre dans une autre machine, vous voulez faire quelque chose. Donc ici donc je vais afficher le message après migration. Et après vous avez la méthode. Et après, vous avez la méthode takedown. Alors, takedown, c'est-à-dire, si vous voulez détruire l'agent, vous voulez arrêter l'agent, vous voulez tuer l'agent, avant que l'agent meure, si vous voulez, cette méthode s'exécute. Alors, ici, donc, la même chose, donc je vais afficher le message. Je suis en train de mourir. Bon, c'est une manière, c'est une méthode qui s'exécute, mais juste après l'exécution de cette méthode, l'agent il va disparaître de la plateforme. Alors en fait, il y a d'autres méthodes qui font partie du cycle de vie. Donc je ne vais pas les détailler pour le moment. Donc vous voyez donc ce que vous venez de faire là, vous venez de créer un agent.
Mais pour le moment, il ne fait rien. Après, on va lui affecter des comportements qui vont faire de lui donc un agent qui est capable de communiquer, etc. Alors maintenant, comment déployer l'agent? On voudrait le déployer dans un conteneur. Alors pour déployer l'agent, vous avez besoin d'un conteneur. Alors pour cela, je vais créer le même conteneur. Je vais utiliser simple container, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler consumer container. Alors, consumer container, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est un conteneur. Alors maintenant, une fois que vous créez un conteneur d'agent, on va déployer un agent. Alors, pour le déployer, on va créer un objet de type agent controller. Alors, agent controller. Toujours la même chose, on le crée à partir de container. Je ne sais pas ici, donc je l'ai appelé container, je ne sais pas quoi ça. Container. Donc c'est container point create new agent. Créer un nouveau agent. Donc à chaque fois vous voulez le déployer. Alors pour créer un agent, donc vous avez besoin de spécifier 3 paramètres. Ben, le premier, c'est tout simplement le nom de la classe de l'agent. Alors si vous connaissez la classe, donc vous utilisez le package. Ici, c'est quoi le package? C'est agent. Mon package s'appelle, la classe s'appelle consumer agent. Bon, ça c'est le nom de la classe. Vous pouvez la fournir d'une manière dynamique. Donc ça vous savez très bien, il fait un for name new instance. Donc c'est lui qui va faire ce travail. Le deuxième, le premier c'est le nom de l'agent. Le premier paramètre, c'est le nom de l'agent. Je vais l'appeler consumer. Le deuxième, c'est le nom de la classe de l'agent. La classe de l'agent, l'implémentation de l'agent. Et le troisième, c'est les paramètres. Alors, si vous voulez envoyer des paramètres au démarrage, vous envoyez des paramètres sous forme d'un tableau d'objets. Object, c'est un tableau d'objets de type object. Bon, c'est un tableau, vous pouvez le laisser libre, vide, comme ça. Voilà. Alors, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez envoyer à l'agent consumer le nom du livre que vous voulez, par exemple, acheter, vous mettez un paramètre qui s'appelle XML. Donc, XML, ça représente quoi? Ben, c'est comme si je suis en train de déployer l'agent et je lui donne l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est achète-moi le livre dont le titre est XML, par exemple. Alors, pour le moment, ce paramètre-là, on ne va pas l'utiliser, mais je vais vous montrer comment l'utiliser. Vous voyez donc, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de déployer un agent. Maintenant, il faut le démarrer. Alors, pour démarrer l'agent, il faut utiliser agent controller. Il ne faut jamais l'oublier. .start. C'est-à-dire que pour que l'agent démarre, il est déployé. Mais pour qu'il démarre dans le conteneur, c'est-à-dire que pour que sa méthode setup s'exécute et c'est-à-dire son cycle de vie soit déclenché, ben, il faut invoquer la méthode start. Alors, comme vous le remarquez, si vous mettez agent controller.start, vous n'avez pas besoin encore de faire container.start. Pourquoi? Parce que bien sûr, si quand vous démarrez un agent, alors forcément, si le conteneur n'est pas démarré, c'est le conteneur d'abord qui est démarré. Mais vous pouvez ajouter encore container.start si vous voulez. Alors voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai déjà démarré le main container, j'ai démarré 3 autres conteneurs. Maintenant, je vais démarrer un autre conteneur. Consumer container. Alors, vous voyez donc déjà, vous remarquez une chose, c'est qu'au démarrage, je vois un message qui s'affiche, n'est-ce pas? Alors, notre message, c'est l'initialisation de l'agent. Regardez le nom de l'agent. Parce qu'en fait, dans la méthode, ça prouve quoi ça? Ça prouve que la méthode setup a été exécutée. Donc, la méthode setup, c'est la méthode c'est la première méthode qui s'exécute après l'instanciation.
dès que le processus, le cycle de vie de l'agent démarre, bon, la méthode setup s'exécute. Alors ici, donc, qu'est-ce que j'ai affiché? J'ai affiché le nom de l'agent. Et vous remarquez déjà que dans le nom de l'agent, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve en fait le nom complet. C'est le nom que j'ai donné, mais après, il ajoute l'adresse IP, le port. Alors vous voyez donc le port utilisé par Jade pour l'accès aux agents, c'est 1099. Et après, /Jade. Ça c'est clair? Alors maintenant, on va voir la plateforme. Alors vous remarquez cette fois-ci, vous avez un conteneur 4 qui est démarré. Mais dans le quatrième conteneur, vous avez un agent. Alors l'agent consumer. Alors cet agent consumer, pour le moment, qu'est-ce qu'il sait faire? Pas beaucoup de choses. Il ne va pas communiquer, mais quand même, on va le solliciter. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais demander à l'agent de migrer, de passer des conteneurs, par exemple 4, vers le conteneur 1. Alors pour lui demander ça, en fait, cette interface de Jade, il vous donne ça. Si vous cliquez avec le bouton droit sur un agent, vous pouvez par exemple faire un kill, c'est-à-dire vous voulez tuer l'agent. Alors en réalité, à kill, attention. Kill, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'envoyer un message ACL vers l'agent. Parce que nous avons dit la dernière fois, c'est que l'interaction directe avec l'agent, c'est interdit d'agir sur un agent. Parce que maintenant, quand vous faites des actions ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de demander à l'agent RMA d'envoyer un message ACL qui respecte un format bien déterminé qui est décrit dans la FIPA et tout simplement qui va être envoyé vers cet agent. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc kill, pas kill, plutôt migrate. Alors je veux faire migrer cet agent-là de cette machine vers cette machine. Alors il suffit de spécifier donc le nom du conteneur. Alors le conteneur s'appelle container 1. Alors vous allez remarquer déjà ici il y a quelque chose qui va se passer. Alors qu'est-ce que vous remarquez? C'est bien l'agent, il a migré. Il est passé d'une machine via le réseau, c'est de la sérialisation. Il arrive à un autre conteneur. Mais si vous regardez dans l'interface, alors qu'est-ce que vous allez voir? Alors vous allez voir parce qu'en fait nous avons démarré donc Consumer Agent Container. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Avant migration, parce qu'il va migrer de ce conteneur vers un autre conteneur. Donc vous voyez bien, il exécute la méthode. Quelle méthode? Before move. Donc avant, il a respecté ce cycle de vie. Mais une fois qu'il arrive au conteneur 1, il affiche après migration. Alors maintenant, ce que je peux faire encore, c'est que je peux même lui envoyer des messages. Alors pour lui envoyer des messages, je peux utiliser par exemple send message. Alors vous allez voir maintenant ici il y a une interface ici qui permet d'envoyer un message. Mais quel type de message? C'est un message qui respecte la FIPA plutôt ACL. Alors quand vous voyez ici le message, il est envoyé vers cet agent et après le contenu du message AZERTY, le langage, l'ontologie, l'acte de communication, l'acte, donc j'ai parlé tout à l'heure, request, inform, etc. Donc ça c'est le speech act. Par exemple ici inform, je peux lui envoyer le message, mais ce message-là, l'agent il ne va pas réagir parce qu'il n'est pas programmé pour traiter ces messages. Mais il le reçoit. Il sait qu'il y a un message, mais en fait il sait, c'est-à-dire la plateforme vous permet d'envoyer le message, mais là, si vous regardez bien dans votre plateforme, bon, l'agent ne va pas réagir parce qu'on n'a rien fait pour le moment. C'est clair? Alors, maintenant ce que je vais faire, je vais lui demander, voilà, tuer l'agent. Je vais faire kill. Bon, l'agent a été détruit, mais si je regarde ici, regardez, il a quand même réagi, c'est-à-dire avant de mourir, il peut même, il peut par exemple, l'agent, il a le droit de ne pas accepter.
c'est normal parce que dans un système multi-agent, s'il y a un agent, il va commencer à tuer les autres, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que le processus, par exemple, de détruire un agent consiste à envoyer un message et après le message, il peut être interprété, il peut l'accepter comme... Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous envoyez un message et après, c'est lui qui va le traiter. Donc tout ça, mais après, on va voir comment intercepter ce genre de message. C'est bon? Bien. Alors ça, c'est juste... d'abord, c'est quoi un agent? Comment le créer? Alors, vous voyez, donc ça, c'est un exemple d'agent. Alors, un agent, une fois que vous le déployez, il possède ce qu'on appelle un ID. Alors, l'identifiant, il contient les informations, le nom de l'agent, l'adresse IP, le port, et tout ça, c'est l'agent AMS qui va se charger de fournir ces informations. Et après, donc, si vous voulez, par exemple, par la suite, envoyer un message à un agent, vous pouvez créer un ID. Et pour créer un ID, donc vous créez par exemple ID avec vendeur 1. Mais après, il faut dire comme quoi le vendeur 1 ici, donc c'est un local name. C'est-à-dire parce qu'en fait, le nom complet, normalement, vous trouverez le nom, l'adresse IP, etc. N'est-ce pas? Alors vous n'avez pas besoin de spécifier tout ça quand vous voulez envoyer un message. Vous avez besoin de connaître que le nom local, c'est-à-dire le nom de l'agent. Alors, si vous voulez déployer un agent sur ligne de commande, parce que nous, pour déployer l'agent, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un conteneur et dans lequel on a écrit le code. Mais si vous voulez le déployer sur ligne de commande, vous pouvez utiliser cette commande. Java jadboot, c'est toujours la même classe qui est utilisée. Container, c'est host, parce que ça permet de démarrer un conteneur. Le main container se trouve en localhost. Et après, plutôt dash et agents, c'est quoi les agents que je vais déployer? Vous mettez le nom de l'agent, hstore1 par exemple, 2 points, et après vous spécifiez le nom de la classe. Alors, c'est un moyen de déployer un agent dans une plateforme sur ligne de commande, si vous le souhaitez. Alors, autrement dit, donc, si vous voulez le déployer via une application Java, comme je viens de vous montrer, donc il faut créer un objet de type agent controller. Donc vous le créez, vous spécifiez le nom de l'agent, la classe de l'agent et les paramètres de l'agent. Alors maintenant, tout à l'heure, nous avons envoyé un paramètre, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas montré comment récupérer le paramètre, mais je peux le faire ici. Dans la méthode setup, je vais afficher le message. Je vais tenter d'acheter le livre. Alors, le livre, il est où? C'est un paramètre. Alors, si vous voulez récupérer les paramètres, vous pouvez utiliser get arguments. Alors, vous voyez donc get arguments, il permet de retourner le tableau d'arguments qui ont été transmis au moment du déploiement. Alors, comme c'est un tableau, alors ici donc je vais mettre 2,0 parce qu'en fait j'ai envoyé un seul paramètre. Vous pouvez envoyer plusieurs paramètres. Alors, je vais arrêter. Bon, il est déjà arrêté parce qu'il a été déjà tué. Donc, je vais le démarrer à nouveau Consumer Agent. Alors, vous remarquez donc qu'il est démarré, il est déployé dans un autre conteneur. Et si vous regardez le message, vous voyez donc ici initialisation. Je vais tenter d'acheter le livre XML. Donc, ça, c'est une manière, si vous voulez, pour récupérer les arguments. Mais il faut faire toujours attention, quand vous récupérez les arguments, généralement, il faut toujours faire un test. C'est-à-dire, vous dites par exemple, if this.get arguments .length égale à 1. C'est-à-dire, ça suppose qu'au moment du déploiement,
Ça suppose qu'au moment du déploiement, par exemple, il y a un paramètre qui est envoyé. Et moi, je sais que le paramètre, le premier paramètre du tableau, c'est le livre. Bon, c'est pareil. En principe, ça devrait marcher. Je ne peux pas démarrer. Je ne peux pas déployer je peux pas déployer. Alors, si je tente d'exécuter à nouveau le conteneur, vous allez remarquer quelque chose. Voilà. Alors ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de redéployer un agent avec le même? Non. Alors dans la plateforme, il faut se débrouiller de façon à ce que chaque agent ait un nom qui est différent. Alors ça veut dire ici, donc je dois faire ça. Kill. Bah, je démarre le conteneur une deuxième fois. Je garde les conteneurs, mais ici, donc vous voyez, donc ça marche également. Alors je viens de vous montrer par exemple à partir de la plateforme comment par exemple faire migrer l'agent, également comment tuer un agent, etc. Donc c'est des opérations que vous pouvez faire. Alors ça on l'a montré pour envoyer un paramètre au moment du déploiement, vous mettez ça, c'est-à-dire comme paramètre de la méthode à la méthode de create agent, new agent. Alors ça c'est un exemple d'agent. Déployer l'agent, ça c'est fait. Affecter le comportement aux agents. Alors maintenant, on a vu comment créer un simple agent. Mais un agent, il est programmé pour faire quelque chose. Alors pour programmer un agent, il faudrait lui affecter des comportements. Les behaviors. Alors en fait, chaque objectif, c'est-à-dire si vous voulez programmer un agent pour pouvoir atteindre un objectif précis, il faut choisir le type de comportement que vous voulez attribuer. Alors, pour pouvoir attribuer un comportement à un agent, alors sincèrement, les qui sont tout le temps sur l'ordinateur et qui me disent qu'ils sont en train de prendre des notes, alors que je les vois et je scanne, etc. La première fois, la deuxième fois. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage non supervisé, n'est-ce pas? La classification, le clustering. C'est que c'est pas normal. C'est toujours la même chose. Si vous n'avez pas le temps de suivre le cours et d'interagir en classe, alors croyez-moi, je suis sûr que même ce que vous faites dans votre PC, vous n'aurez pas le temps de le digérer. Alors s'il vous plaît, quand on fait des cours, c'est des cours. Quand je vous demande de faire des TP, moi je ne fais rien et c'est à vous de travailler. Alors maintenant, si vous me dites que je suis en train de travailler en même temps que vous, je suis très fier, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, je suis sûr que vous faites autre chose. Et je peux parce que là, quand j'expose comme ça, c'est... Ok? S'il vous plaît. Donc ça, c'est des remarques que je fais à chaque fois. Mais il se trouve, il y en a d'autres, il y en a ceux qui disent après, je ne sais pas quoi, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'attends de vous votre réactivité. Pourquoi nous avons fait ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, etc. Donc c'est des choses que j'attends de vous. Est-ce que le message est arrivé? Derrière. Le message est arrivé? Parfait. Alors, qu'est-ce que je disais? De la phrase, c'est là. Donc, donnez-moi une phrase complète. Un agent. Alors, pour pouvoir programmer un agent, pour pouvoir le programmer, on a besoin de lui donner des comportements. Alors, pour attribuer un comportement à un agent, vous avez une méthode que vous héritez de agent qui s'appelle addBehavior. Et après, vous lui donnez un objet de type behavior. En fait, il existe différents types de behaviors. Alors, en principe, behavior, c'est une interface. C'est une interface qui définit deux méthodes. Il y a la méthode action, dans laquelle vous allez programmer l'action que l'agent va exécuter, n'est-ce pas? Et vous avez la méthode done, qui est une méthode qui va retourner un booléen.
Alors quand il retourne true, ça veut dire que le comportement est terminé. C'est-à-dire que l'action ne va plus être exécutée. Mais s'il retourne false, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, si vous voulez comprendre d'abord ce mécanisme, regardez ce que je vais faire. Alors si vous voulez utiliser un behavior générique, c'est-à-dire que vous allez programmer vous-même. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, je vais dans la méthode setup, au démarrage, je vais appeler la méthode add behavior. Et quand vous appelez la méthode add behavior, vous allez créer un objet de quelle interface? Behavior, c'est une interface. Mais après, je vais vous montrer, il y a des classes, il y a des types de behavior qui implémentent cette interface. Alors maintenant, l'interface, si vous l'instanciez, vous allez voir qu'il faut redéfinir deux méthodes. Je n'ai la méthode action. Action, c'est la méthode que vous souhaitez exécuter. Par exemple, ici, parce qu'en fait, vous savez qu'un agent, quand il exécute une action, c'est dans une boucle. N'est-ce pas? Alors, regardez ce qui se passe, par exemple, je vais la dire, par exemple, action, si vous voulez, étape. Alors, dans ce comportement-là, je vais définir une variable, un compteur, dont la valeur égale à 0. C'est le comportement. Et après, à chaque fois j'appelle action, je vais incrémenter le compteur. Et ici, donc, je vais afficher le message plus compteur. Alors, compte. C'est comme ça? Ouais. Compteur. Alors, ici, donc, j'affiche le message. OK? Alors, ici, regardez la méthode done. Qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne toujours false. Alors, si vous le laissez comme ça, regardez ce qui va se passer. Je vais arrêter cet agent. Et comme ça, je peux le démarrer une deuxième fois. Je démarre le conteneur aussi. Regardez ce qui se passe. C'est quoi ça? C'est une boucle. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Alors je vais l'arrêter. J'arrête le conteneur. Okay? Alors vous voyez donc, quand vous utilisez add behavior, alors qu'est-ce qu'il fait le conteneur? Le conteneur, automatiquement, il appelle action. Et quand il appelle action, il appelle encore la méthode done. Si la méthode done retourne false, il fait appel encore à la méthode action. Tant que la méthode done retourne false, eh bien, il appelle toujours action. Ça veut dire que la méthode action s'exécute dans une boucle. Et quelle est la condition qui va permettre d'arrêter le comportement? C'est de retourner true. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire par exemple if compteur égale par exemple à 10, return true, par exemple. Else, return false. C'est bon? Alors, j'arrête, je l'ai déjà arrêté, donc je vais le réexécuter. Alors cette fois-ci, vous allez voir, en fait, ici, c'est comme si vous êtes en train de le comportement une fois qu'il démarre. Donc vous voyez donc qu'il a réalisé cette étape combien de fois? 10 fois. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le comportement générique. Non, le comportement générique. Le comportement, c'est à vous de le programmer comme vous voulez. Là, ça les applications. Alors maintenant, il existe des types de comportements qui sont souvent adaptés. Pour ne pas redéfinir tout ça, il y a des comportements qui sont prédéfinis que vous allez utiliser. Lesquels? Alors, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Alors, il existe différents types de comportements. Il y a ce qu'on appelle one-shot behavior.
En fait, one shot behavior, c'est un comportement qui exécute la méthode action une seule fois. C'est-à-dire tout le code que vous mettez dans la méthode action va s'exécuter une seule fois, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode done va retourner true. Donc true. C'est-à-dire, en fait, quand vous mettez one shot behavior, au lieu de ça, je vais supprimer tout ça. Je vais le mettre en commentaire. Donc ce comportement, je le mets en commentaire. Je vais ajouter add behavior, new one shot behavior. Alors quand vous mettez one shot behavior, vous voyez, donc vous êtes obligé de redéfinir une seule méthode. C'est la méthode action. Alors ce qui est sûr avec one shot behavior, donc c'est si vous, j'arrête le conteneur, je le redémarre, il y a des erreurs. Oui, parce que j'ai mal commenté le. Voilà. Alors, quand j'exécute, donc ce qui est sûr, c'est que la méthode action s'exécute une seule fois. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez besoin d'initialiser, dans notre exemple tout à l'heure, l'agent, quand il démarre, il va contacter Directory Facilitator Agent pour récupérer la liste des vendeurs, n'est-ce pas? C'est une opération qu'on a besoin de faire une seule fois au démarrage, par exemple. Alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce comportement. Alors maintenant, vous avez one shot behavior, mais je vais ajouter un autre. Vous voyez, donc je peux ajouter autant de comportements. Alors l'exemple. Alors il y en a d'autres que vous pouvez ajouter. Alors le deuxième, ça s'appelle cyclic behavior. Alors cyclic behavior, c'est l'inverse. Au lieu de retourner true, il retourne false. La méthode done retourne false. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous mettez dans la méthode action s'exécute à l'infini. N'est-ce pas? Donc si vous avez besoin d'un agent, par exemple, vous voulez le programmer, vous lui dites, dès que tu reçois un message, tu fais ça. Tout ce qui est l'interactivité avec les agents, où est-ce qu'on va le mettre? Alors l'idéal, c'est d'utiliser dans cyclic behavior. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'un agent, il a un processus qui réfléchit tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il, tout le temps, il est prêt, dès qu'il reçoit un message, une indication, et peut-être s'il dispose d'une caméra, il va analyser tout le temps les images. Dès qu'il détecte la présence d'incendie ou je ne sais pas quoi, il va réagir, etc. Donc ça veut dire qu'on a besoin de programmer ça au niveau de ce comportement cyclic behavior. Alors je vais vous le montrer. Alors je vais ajouter un autre comportement, add behavior new cyclic behavior. Alors vous remarquez la même chose, on redéfinit la méthode action. Alors ici donc je vais afficher le message cyclique. Bon, celui-là je le laisse en commande, je le laisse, pas de problème. C'est-à-dire, pour le moment j'ai combien de comportements? 3 comportements que j'ai affectés à cet agent. Alors parce qu'en fait l'agent existe déjà, il faut arrêter. N'est-ce pas? Ça commence, il faut faire toujours attention, regardez toujours votre plateforme, je crois que j'ai même arrêté. Alors donc je vais arrêter tout. Il y a beaucoup de conteneurs. Alors maintenant je redémarre. Alors bien sûr, pour que mon système puisse fonctionner, le premier qu'il faut démarrer, c'est le main container. Elle est là. My main container. Voilà. Pour le moment, le main container. Alors, je vais démarrer quelques agents conteneurs, par exemple simple container. Donc ici, j'ai un conteneur. Et je démarre
consumer container. Alors avec consumer container, vous remarquez déjà à 6 clics, ça s'exécute à l'infini, n'est-ce pas? Alors je l'arrête et je regarde, j'analyse les messages sur ici. Bon, déjà je ne pense pas que je vais voir le reste. Alors déjà, vous voyez, et quelque chose, c'est que cyclic behavior, il mobilise un peu le... n'est-ce pas? Alors maintenant, quand vous avez plusieurs comportements que vous voulez exécuter, vous voulez que l'agent exécute plusieurs comportements en même temps. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser à utiliser un behavior qui s'appelle parallel behavior. En fait, parallel behavior, donc c'est un comportement qui permet d'ajouter plusieurs comportements. Donc l'agent, il peut exécuter plusieurs comportements en parallèle. Alors c'est celui-là. Alors vous avez ces clics, generic behavior, donc je le disais, donc c'est plutôt, vous instanciez directement l'interface. Vous avez weaker behavior. En fait, weaker behavior, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? C'est un comportement que vous allez programmer. Par exemple, vous voulez programmer l'agent, vous lui dites à minuit, il va se réveiller pour faire quelque chose. C'est-à-dire programmer une date ou la l'heure, vous lui donnez les paramètres et après vous le laissez, une fois que le temps arrive, il va être déclenché. Donc en fait, weaker behavior, donc, vous voyez, donc, il possède une méthode qui s'appelle en weak. C'est-à-dire qu'il suffit de lui donner comme paramètre donc, la date et l'heure, etc. Et après, il va déclencher. Vous avez également ticker behavior. Alors, ticker behavior, donc, si vous voulez exécuter le comportement, par exemple, sous forme d'un timer. Vous voulez que chaque seconde, vous voulez faire quelque chose. Chaque seconde. Alors, par exemple, je vais vous le montrer ici. Alors, pour ne pas avoir tous ces comportements, je vais mettre ça en commentaire. Les comportements que j'ai ajoutés. Alors, add behavior, new, ticker behavior. Alors, vous voyez donc ticker behavior, donc il y a une méthode qui s'appelle onTick. Alors, ticker behavior, il faut lui donner des paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est voilà. Quoi? C'est contexte 10. Oui, c'est ça. Bon, ça c'est juste une affaire de sérialisation. Et c'est comme ça. Alors en tout cas, donc ici, alors vous avez ici donc, bon ça c'est parallèle, ticker behavior, donc vous avez 10, 1000. Alors il faut lui transmettre la référence de l'agent, n'est-ce pas? Donc comme ça, si vous voulez récupérer des choses de l'agent, vous pouvez toujours utiliser myAgent. Parce qu'à l'intérieur, si vous utilisez myAgent ici, c'est pas ici, c'est dans la méthode. myAgent, par exemple, .getID, etc. GetID. Ouais, bref. Alors, quand vous êtes faites attention, quand vous êtes à l'intérieur du comportement, n'est-ce pas, dans un comportement, si vous voulez faire référence à l'agent, il ne faut pas utiliser 10. Parce que si vous faites 10, c'est l'objet ticker behavior. C'est la référence à ça. Donc, vous avez un mécanisme qui vous permet d'avoir la référence vers l'agent. Le mécanisme, vous utilisez une variable qui s'appelle myAgent, que vous avez hérité de la classe agent. Alors voilà la raison pour laquelle il fallait transmettre le paramètre 10, parce que la méthode de add behavior, il prend la référence de l'agent et le stocke dans myAgent. Oui?
Si, tout ça vous pouvez le régler. Vous pouvez régler les comportements, vous les mettez en parallèle, mais pour le moment, donc, c'est-à-dire, donc, à quel niveau tu veux faire la priorité? Par exemple, on a vu dans les trois comportements, on a chopé à dire, on n'a pas vu Oui, c'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas parallèle behavior, quand vous lancez un behavior, c'est séquentiel. Il termine d'abord le premier comportement avant de passer à l'autre comportement. Donc, c'est un peu c'est dans l'ordre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous utilisez one shot behavior, one shot, donc c'est séquentiel. Mais si vous les mettez à l'intérieur de parallèle behavior, il va les exécuter en même temps, d'une manière indépendante. Alors justement, pas de thread, c'est pas parce qu'en fait, Jed, lui, il utilise derrière son mécanisme de thread. Alors maintenant, si vous voulez ajouter les threads et tout ça, vous allez juste compliquer la vie. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être ajouter des threads alors que vous n'en avez pas besoin. Parce que Parallel Behavior, il gère... Oui, bien sûr. Vous pouvez utiliser les threads, tout ce que vous savez dans Java, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et ouais, il faut faire attention parce que les bonnes pratiques de développement, ça vous savez très bien que dans la programmation, il y a ce qu'on appelle il y a la programmation en fait réactive, c'est-à-dire que parfois, avec un seul thread, vous pouvez exécuter plusieurs tâches en parallèle, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle un event loop que vous pouvez mettre en place. Et si vous savez mettre en place avec le pattern event loop, c'est avec un seul thread, vous pouvez exécuter plusieurs tâches en parallèle. Donc ça veut dire, faites attention, vous n'avez pas toujours besoin de plusieurs threads pour exécuter plusieurs comportements en parallèle, avec un single. Alors maintenant, si vous savez le faire, vous le programmez. Si vous ne savez pas le faire parce que vous n'avez pas besoin, il y a parallèle behavior. Oui, il fait un peu ça. Alors pourquoi ça? C'est important. Parce que vous savez que si vous voulez utiliser Jet, par exemple, dans une application Android, alors dans une application Android, vous utilisez une version de Jet pour Android, dans lequel vous avez un single thread. Vous n'avez pas le droit d'utiliser plusieurs threads. Donc c'est-à-dire que dans votre programmation, se précipiter vers l'utilisation du thread, c'est pas une bonne chose. Vous pouvez le faire uniquement quand vraiment c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'avec la synchronisation du thread, etc., et en plus, par exemple, pour les applications mobiles, donc vous ne pouvez pas vous permettre de créer plusieurs threads. Donc ça veut dire que sachez ça, c'est qu'il y a un algorithme qui s'appelle Event Loop. Avec Event Loop, c'est un algorithme qui vous permet d'exécuter en fait plusieurs tâches en parallèle avec un single thread. Vous avez déjà mis en place un serveur multithread, n'est-ce pas? Un serveur qui est capable de communiquer avec plusieurs clients en même temps. Alors vous savez que vous avez utilisé des entrées-sorties bloquantes, c'est-à-dire input-output. Vous devrez savoir également, vous pouvez développer un serveur qui communique avec plusieurs clients en même temps avec un seul thread. Alors dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle les entrées-sorties non bloquantes. Alors Java, vous avez deux packages. Il y a Java Input-Output, okay, Java New Input-Output. Java IO, c'est des entrées-sorties bloquantes, et Java Neo, c'est des entrées-sorties non bloquantes. Alors c'est pour cela que on aura l'occasion d'en parler dans le cours des middleware. On aura l'occasion de revenir sur cette partie-là parce qu'il faut la comprendre, parce que après il faut faire la différence entre Node.js par exemple. Node.js, lui, il est basé sur ça. Parce que vous savez que Node.js, un serveur Node.js, il utilise single thread. Il est obligé parce que dans JavaScript, il y a un seul thread. Donc c'est Node.js qui a inventé cette histoire. Parce que lui, il sait qu'il y a un seul thread. Alors comment un serveur peut communiquer avec plusieurs clients avec un single thread? Alors c'est quoi la solution? Il faut utiliser des entrées-sorties non bloquantes. Et après, il faut utiliser un event loop. Donc tout ça c'est fait. Mais après maintenant, Java, par exemple, si vous travaillez avec Spring, dans Spring, il y a Spring MVC classique.
il y a Spring Web Flags, dans lequel vous avez ça. Et si vous entendez parler de la programmation réactive, ben, il est basé sur ça. Donc ça, c'est des choses dont on va parler. Donc c'est juste pour vous dire, effectivement, les programmeurs, généralement, c'est ça le grand problème des développeurs, c'est que parfois, ils ne prennent pas beaucoup de temps de maîtriser le framework. Ils maîtrisent juste les premiers pas de le framework, et le reste, c'est des initiatives personnelles. Là, tu sais déjà comment résoudre le problème. Lui, c'est un peu ce qu'il a posé. Il dit, bon, je veux exécuter plusieurs tâches en même temps, je sais déjà avec les threads, je peux le faire. Donc, c'est-à-dire que vous vous précipitez à utiliser les threads, alors que si vous prenez le temps de lire le framework, vous trouverez que c'est une mauvaise pratique et que le framework vous offre des bonnes pratiques pour développer. Alors, faites attention avec les threads, ne les utilisez que si vous n'avez pas derrière un framework. Parce que quand vous avez un framework, sachez que le framework offre un mécanisme de gestion des threads. Bref, alors ici donc en tick, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher le message tick. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Chaque seconde, il y a un tick. Vous voyez? Tick. Bon, ça veut dire que ticker behavior, donc c'est très pratique si vous voulez programmer l'agent à réagir par exemple pour chaque seconde ou bien pour chaque 5 secondes, etc. Alors ça c'est bénéfique, pourquoi pour nous? Pourquoi? Parce que notre agent, on va dire chaque 5 secondes, il va vers l'annuaire pour voir est-ce qu'il y a de nouveaux agents, acheteurs qui s'ajoutent. Parce que donc on a besoin de... Donc ce qui fait, on peut utiliser un ticker behavior. Alors maintenant, vous avez one-shot behavior, vous avez ticker behavior, one-shot behavior, vous avez cyclic behavior, vous avez generic behavior, tout ça. Maintenant, si vous voulez les exécuter en parallèle, alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il faudrait créer un parallèle behavior. Alors, parallèle behavior égale new parallèle behavior. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous avez créé un comportement parallèle. Après, vous allez utiliser parallèle behavior .add sub behavior. Alors, quand vous dites add sub behavior, vous pouvez donner ça. Alors, si vous voulez, alors c'est quoi le comportement? Vous mettez. Allez, bon, je vais faire ça. Je fais ça. Je vais utiliser parallèle point. Au lieu add behavior, c'est add sub behavior. Alors vous le laissez comme ça, CTRL C. La même chose ici. La même chose. La même chose. Alors qu'est-ce que vous venez de créer? Vous venez de créer un parallèle behavior et vous lui avez ajouté combien de comportements? 4 ou 5, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, ce n'est pas terminé. Parce que, est-ce que nous avons affecté des comportements? Non. Parce que le seul moyen pour affecter un comportement, c'est d'utiliser add behavior. C'est-à-dire, la méthode add behavior, et vous lui donnez quoi? Parallèle behavior. C'est-à-dire que vous avez créé un parallèle behavior, vous l'avez ajouté. Et après, vous utilisez parallèle behavior.addSub. Add-sub, vous pouvez ajouter des comportements. Alors, avec ces techniques comme ça, donc, je vais juste désactiver add cyclic behavior. Alors, je vais le supprimer, CTRL X. Pourquoi? Parce que cyclic behavior, donc il ne va pas me laisser voir un peu tous les messages. Parce que là, c'est une boucle infinie. Oui, il faut arrêter. Okay.
Ça, si j'ai arrêté le bon, c'est pas le bon. Alors peut-être j'ai arrêté le main container. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Alors main container, simple container, consumer container. Alors vous remarquez bien qu'il y a des tics, n'est-ce pas? Il y a SAP6, il y a des trucs comme ça. Bon. Alors, peut-être il y a quelque chose qui cloche, non, parce qu'il a déjà terminé ce action. Alors, tout ça c'est à gérer. Alors nous avons one shoot, donc c'est terminé. L'autre aussi c'est terminé parce que nous avons fait combien? Nous avons fait 10. Alors, mais si vous faites plusieurs, en tout cas, donc vous pouvez voir les effets. Alors ici, on ne peut pas le voir. Alors maintenant, on va rentrer dans le système de messagerie. Il nous reste encore 30 minutes. Alors ça, c'est parallel behavior. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc vous le créez, vous l'ajoutez. Cyclic, taker, behavior, etc. Donc vous faites les choses comme ça. Alors ça, c'est l'exemple. Déployer l'exemple. Communication des agents. Alors comme je disais, donc si vous voulez envoyer un message, à un agent, donc vous allez utiliser donc ACL message, la classe qui permet d'envoyer un message qui respecte la spécification FIPA ACL. Alors chaque message, le message est composé généralement de l'émetteur du message, c'est-à-dire le message contient l'émetteur, c'est lui qui a envoyé, l'agent qui a envoyé le message, l'ensemble des récepteurs, parce que je peux envoyer un message à un ensemble d'agents, l'acte de communication, le speech act, inform, request, etc., le contenu du message et la langue pleine d'informations au niveau du message. Alors pour pouvoir envoyer un message, donc vous pouvez utiliser new ACL message et vous lui donnez, pas censé, mais il faut lui donner donc l'acte de communication. Alors comme quoi le speech act dans les systèmes multi-agents c'est important. Vous voulez envoyer un message de quel type? Inform. Et après vous utilisez message.add_receiver pour ajouter l'agent qui va recevoir. Alors ici, qu'est-ce qui va recevoir ce message? Je vais l'envoyer à un agent qui s'appelle vendeur 1. Alors vendeur 1, donc je vais utiliser new ID, mais il faut spécifier comme quoi ce nom-là c'est local name, c'est-à-dire j'utilise que le nom local. Message.setContent, je mets le contenu du message. Alors là, vous pouvez mettre des données JSON, format XML, etc. Le contenu maintenant du message, c'est en fonction des applications. Par exemple, les applications qui utilisent le format JSON, ça peut être, par exemple, un message sérialisé en format JSON. Et après, vous appelez la méthode send. Mais regardez, cette méthode, vous l'avez héritée de quelle classe? Agent. Donc, c'est comme quoi on ne peut envoyer un message qu'à l'intérieur d'un agent. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire vous êtes dans mail, vous créez un agent et vous dites je veux envoyer un message. Non. C'est-à-dire que c'est l'agent qui va envoyer le message. Alors maintenant, la réception. Donc, ça, vous savez comment envoyer le message. Alors, pour recevoir le message, donc quelque part dans cyclic behavior, parce que c'est là où vous faites une boucle infinie, vous allez appeler la méthode receive. En fait, la méthode de receive, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte la boîte de messagerie de l'agent, parce qu'en fait, la plateforme fournit une boîte de messagerie. Il va regarder s'il y a un message. S'il y a le message, il va le capter. Alors, si vous voulez maintenant répondre, si vous avez récupéré le message, vous voulez répondre, vous voulez faire un replay, par exemple. Alors, dans ce cas-là, vous créez un autre message, new ACL message, inform, message.add_receiver. Je vais envoyer la réponse à qui? C'est message que j'ai reçu, .get sender, c'est-à-dire je vais répondre au même agent qui m'a envoyé le message. Donc, ça veut dire dans le message, vous avez les informations. Set content, par exemple, le vendeur, il va dire que le prix c'est 400 et send message.
Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, c'est des applications Java très simples, mais vous avez les mécanismes de communication, ils sont déjà implantés. Mais c'est pas comme ça qu'on va lire les messages. Pourquoi? Parce que add receive, comment? Parce que comment il va fonctionner? Parce que si vous laissez add, la méthode receive à l'intérieur de cyclic behavior, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, il va vers la boîte de messagerie pour voir est-ce qu'il y a des messages. Et souvent, quand il n'y a pas de message, c'est beaucoup de travail. Alors, comment éviter d'avoir ça? Voilà ce qu'on fait. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'à l'intérieur de la méthode, quand vous avez cyclic, plutôt add behavior, new cyclic behavior, vous allez dans la méthode action, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la méthode receive. La première fois, quand vous faites receive et vous testez, if message est différent de null. S'il est différent de nul, et bien je peux récupérer le contenu du message. Je peux traiter le message, c'est-à-dire je traite le message, je peux récupérer le contenu, else, block. Alors add-block, qu'est-ce qu'il fait? Parce que normalement, si vous ne faites pas add-block, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que la méthode action, il va être exécutée dans une boucle. N'est-ce pas? Alors vous, le comportement, vous le faites juste pour la messagerie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va lire le message, et après, il va faire bloc. Bloc, qu'est-ce qu'il fait? Bloc, il fait ce qu'on appelle un subscribe. Il fait une souscription vers le système de messagerie. C'est comme il lui dit, dès qu'il y a un message, tu m'informes. Donc, c'est pas bloc au vrai sens du terme. Adblock, il fait un subscribe vers le système de messagerie pour dire au système de messagerie, tiens, c'est pas la peine que je te dérange à chaque fois, etc. Mais s'il y a un message, tu m'envoies une notification. Donc, dès qu'il y a un message, il reçoit la notification, la méthode, elle est débloquée. Et une fois qu'il est débloqué, il revient vers l'action s'exécute, donc il récupère le message. Donc, ça veut dire que vous êtes sûr que cette fois-ci, vous allez récupérer un message. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, la méthode cyclique ne va pas être exécutée après l'instruction. Oui, c'est ce qu'on veut, parce qu'en fait, add cyclic behavior, je l'utilise uniquement pour ça. C'est-à-dire, si vous voulez créer un autre cyclic behavior dans lequel vous voulez faire autre chose, vous ajoutez un autre. C'est dans parallel behavior, vous pouvez ajouter plusieurs cyclic behaviors, n'est-ce pas? Alors, c'est donc dans ce cyclic, si vous voulez, la communication, vous allez lui apprendre à communiquer avec les autres. Comment on va apprendre à l'agent de communiquer avec les autres? C'est comme ça. Donc, dans cyclic behavior, pourquoi on a besoin de cyclic behavior? Parce que le système ne doit jamais s'arrêter. N'est-ce pas? Il va tenter de lire le message. S'il y a le message, il le traite. Sinon, il fait subscribe. Il attend. Dès qu'il y a un nouveau message, il est informé. La méthode action s'exécute parce que ça, c'est débloqué. C'est une instruction bloquante. Il est débloqué. Parce que derrière, il y a un thread qui fait ces choses-là. Parce qu'il utilise un lock, etc. Et voilà. Il récupère le message. Vous êtes sûr d'avoir le message. Et ça, c'est plus efficace. Donc, c'est ce que nous allons faire ici dans notre agent. Et comme ça, je vais vous montrer est-ce qu'il arrive à recevoir des messages. Alors, ici, j'ai plein de comportements. Ça, vous savez maintenant comment faire tout ça. Je vais supprimer tous les comportements ici. J'ai parallel behavior. Je vais ajouter un seul comportement. Parallel behavior.add sub behavior new cyclic behavior. Alors vous avez la méthode action. Alors dans la méthode action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire le message. Alors comment lire le message? ACL message égale la méthode receive. Alors en fait ACL message, j'ai pas importé le bon ACL message. C'est ACL message de Jad Lang ACL. Bon, il faut faire attention parce que parfois vous avez des versions, il faut importer le bon. C'est-à-dire c'est celui-là. Alors je récupère le message et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire if ACL message est différent
de nul, c'est-à-dire il y a le contenu. Je vais afficher le contenu du message. Réception du message. Alors je veux le contenu. Alors maintenant, vous pouvez récupérer plein de choses dans le message. ACLMessage.getContent si vous voulez le contenu. Vous pouvez récupérer ACLMessage.getSender.getName. C'est quoi ça? C'est celui qui a envoyé le message. Vous pouvez récupérer ACLMessage.getPerformative ou l'acte de communication. L'acte performatif, c'est le speech act. Vous pouvez récupérer plein de choses. ACLMessage.get language, le langage utilisé. Voilà, ça suffit. Les ontologies. C'est lmessage.getOntology. Alors, c'est-à-dire quoi? ACL, c'est une manière qui traduit en fait c'est-à-dire la langue naturelle humaine. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le contenu. Quand je vous parle, comme je disais, je vous parle, mais il y a des grimaces, il y a une langue, il y a l'intention, il y a plein de choses, n'est-ce pas? Ben, tout simplement, ici, donc l'idée, c'est ça. Alors, je vais exécuter maintenant le... Ah, oui, c'est important, bloc. Else. J'appelle la méthode bloc. Alors, je ne sais pas si j'ai démarré un nouveau... Rien n'est démarré. Alors, main container. Je démarre simple container. Et je démarre consumer container. Alors, l'agent, il est démarré. Il est là. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend la réception d'un message. Alors maintenant, comment je peux lui envoyer un message? Alors je peux aller vers l'interface, ici, et je vais lui envoyer un message. Ouais. Send message. Alors normalement, un agent peut envoyer un message. Bon, je vous ai montré tout à l'heure comment l'envoyer. Alors j'envoie le message avec quel acte de communication? Par exemple, inform. Confirme ou là je sais pas quoi, bon, vous voyez, donc tout ça il y a de failure, il y a tout ça c'est un peu des actes de communication. Le contenu. Ils sont en train de dormir. C'est pas ça. Alors language. Encoding, ontologie. Alors l'ontologie c'est le contexte. Par exemple, le contexte, c'est par exemple, j'envoie un message, ça concerne par exemple un contexte, par exemple, de transaction. L'ontologie, le fait que l'agent reçoit le contexte transaction, déjà le fait d'avoir transaction, parce qu'il y a une ontologie, il sait déjà, vous comprenez le concept, n'est-ce pas? Et si vous connaissez le contexte, vous pouvez comprendre ce que je vous dis, n'est-ce pas? Alors je vous dis un exemple. Parfois vous arrivez comme ça et vous entendez quelqu'un en train de parler, de raconter des choses à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous passez pendant 2 minutes, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas de quoi ça parle, le sujet, n'est-ce pas? Mais si vous connaissez le contexte, par exemple si on vous dit le contexte c'est les contrôles,
vous allez comprendre tout l'histoire, n'est-ce pas? C'est un peu ça l'ontologie. L'ontologie, c'est que moi, si j'ai l'ontologie, je peux comprendre la communication. Est-ce que vous voyez Alors tout ça, c'est derrière, il y a le langage de description des ontologies, il y a plein de choses, comme ontologie web language, RDFS. Dans le web sémantique, je crois que vous avez déjà quelques idées au niveau du web sémantique, un peu. Alors, en tout cas, j'envoie ce message. OK. Alors, vous allez regarder, normalement, s'il reçoit le message, on devrait voir quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez donc l'agent, il reçoit le message. Ici, réception de message. Ouais, le contenu. Qui a envoyé le message? RMA. Parce que je l'ai envoyé à partir de l'interface graphique. Alors, je vous rappelle que RMA, c'est un agent qui fait partie. Donc, tout ce que vous faites dans l'interface, c'est RMA qui envoie des messages. Parce que tout se fait via des messages. Parce que les agents ne sont pas dans les mêmes machines. Ce qui est bien, c'est que maintenant, chacun d'entre vous va créer son agent dans sa machine. Et après, vos agents, ils peuvent communiquer. C'est d'une manière un peu plus simple. Vous voyez, c'est quoi cette? Ah, performatif, c'est parce qu'en fait, c'est le numéro, voilà, c'est un numéro, parce que c'est voilà, c'est une énumération. Donc le numéro 7, il se trouve que le numéro 7, c'est une forme. La langue, ça c'est quoi? C'est l'ontologie. C'est clair? Alors maintenant, ce qu'on va faire juste, on va envoyer, parce qu'il ne reste pas le temps, je vais envoyer un replay. J'envoie ici, donc quand je reçois le message, je vais faire un replay ACL message, replay. Alors, replay c'est comme ça. Alors, replay égale à quoi? Égale ACL message, create replay. Vous voyez le replay, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un message dans lequel il inverse. Donc, sender, receiver, c'est un peu ça. Mais après, replay, maintenant vous pouvez dire replay, .set content. Le contenu, par exemple, weekend, libre. Oh non. Alors, donc ça c'est le message. Alors maintenant, pour envoyer le message, qu'est-ce que vous allez faire? Alors si vous voulez l'envoyer à d'autres receivers, vous pouvez utiliser replay.add receiver. Vous pouvez ajouter à plusieurs agents, c'est-à-dire que le message, vous pouvez l'envoyer à plusieurs agents, par exemple. Alors ici, donc on n'a pas encore créé beaucoup d'agents, on va juste faire un replay, mais vous comprenez bien que le replay, c'est qui va le recevoir? C'est RMA. Alors pour envoyer le message, on va utiliser send replay, tout simplement. Alors, j'arrête consumer container. Regardez, je vais faire quelque chose, parce que même si j'envoie le message, je ne vais pas voir la réponse. Dans la fenêtre que j'ai affichée tout à l'heure, il n'intercepte pas la réponse. Alors si vous voulez voir est-ce que réellement le message arrive, voilà ce que je vais faire. On va faire quelque chose d'intéressant. Sniffer. Voilà, start. Sniffer. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors je dois sélectionner le main container. Main container, tools, start, sniffer. Alors, sniffer, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il permet, si vous voulez, de sniffer les agents. Il vous montre en quelque sorte, maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dire, je vais surveiller à de l'agent, l'agent que je vais surveiller. Consumer d'abord, je vais à deux sniff.
Elle est là. Je vais ajouter RMA. Alors regardez déjà. Donc vous voyez l'interaction entre les agents. Alors ici donc déjà vous voyez add order, je ne sais pas, je sais pas ce que c'est, mais si vous voulez voir add le message add, il suffit de faire un double clic et vous pouvez voir le message. Il vient de AMS. C'est-à-dire que dès qu'un agent généralement il reçoit un message de AMS. Alors en tout cas moi ce que je veux faire, je laisse maintenant ça ici et je vais tenter d'envoyer un message. Ici, consumer, send message. Je vais lui dire message par exemple avec propose, XML, etc. etc. J'envoie le message. Regardez ici. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Donc vous voyez donc il y a un message qui a été bien envoyé. De quoi? De RMA vers consume. Et après vous voyez une réponse. Alors si vous regardez ici, vous faites un double clic. Vous voyez le message, c'est bien XML. Alors ici, si vous faites un double clic, vous voyez bien, c'est weekend libre ou non. Alors ça, c'est tout simplement ce que cette interface graphique va vous permettre de voir. C'est-à-dire que vous pouvez surveiller en quelque sorte l'interaction entre les agents, c'est-à-dire le diagramme de communication entre les agents, vous pouvez l'avoir en cours d'exécution. Soit votre diagramme de séquence d'interaction entre les agents, vous pouvez le voir ici, et vous pouvez avoir une visibilité sur la plateforme. C'est clair? Voilà, alors ça c'est en quelque sorte, on va dire, la première partie du cours des systèmes multi-agents. Alors vous voyez jusqu'à présent, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Nous sommes toujours en train de travailler comment techniquement créer des agents, comment faire communiquer les agents, ce n'est pas encore terminé. Parce que le prochain cours, je vais vous montrer comment attacher une interface graphique à l'agent. Parce qu'en fait, ça doit être une application. Et comment implémenter l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, l'acheteur, vendeur et tout ça. Et après, on va essayer donc de voir par la suite comment ces agents, on va revenir sur la partie intelligence artificielle. On va utiliser des frameworks de machine et deep learning. Comme ici, c'est du Java. Donc, on ne va pas utiliser TensorFlow, on va utiliser Deep Learning 4J. Parce qu'en fait, tout ce que vous pouvez faire avec TensorFlow, vous pouvez le faire avec Deep Learning 4J pour les applications Java. Okay? Et après, on va voir comment faire l'apprentissage par renforcement avec Q-Learning. Alors, la même chose, il y aura un petit projet sur cette partie système multi-agent. Donc, vous aurez un projet mobile et un projet SMA. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. C'est bon?